S'il y a bien une famille avec qui on peut jouer au jeu des sept familles dans la grande beauté de la haute joaillerie française, c'est la famille Cartier. Dans la famille Cartier, je demande le grand-père. Louis-François Cartier. Attention, on commence à bien retenir les prénoms. On prend un papier et une feuille s'il faut. Louis-François Cartier, donc, c'est grand-papa. C'est lui, en 1847, qui va fonder la maison Cartier. C'est la base, première génération. Nous sommes dans une histoire familiale assez compliquée. Si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, je vous conseille de prendre un papier et un stylo pour marquer les prénoms à chaque fois, parce que même moi, je risque de me tromper à des moments. Donc, pour faire un petit peu les dates, Louis-François Cartier est né en 1817 et est mort en 1904. Donc, si vous faites un petit calcul, il avait à peu près une trentaine d'années quand il a lancé la maison Cartier. Et c'était au départ une famille où il y avait donc juste le grand-père qui créait des colliers déjà et des services à thé. Il faudra qu'il attende à peu près 10 ans, 1856, pour que la cousine de Napoléon III, la comtesse Mathilde, croise sa route. Elle va s'offrir un collier de chez lui, ça va lui plaire, et donc du coup, en portant ce bijou, elle va permettre tout simplement à Cartier d'être intronisé à la cour de l'empereur, et il va avoir à portée de main les aristocrates français, parisiens et l'élite européenne de l'époque, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes sous le Second Empire, et que Paris fleure bon l'effervescence, la culture et puis la crinoline. Grand-papa Cartier va avoir un fils, Alfred, qui va lui aussi intégrer la maison Cartier. On n'a pas beaucoup, personnellement je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Alfred, c'est pas le personnage, on va dire, le plus important de l'histoire. Mais il a le mérite d'avoir, lui, toi aussi, fait 3 fils. Dans la famille Cartier, je demande le premier fils. Louis Cartier. Nous arrivons en 1898. Fini le Second Empire à cette époque-là. Napoléon III est là déjà très très loin. Mais du coup, le père et le fils, donc Alfred et Louis, travaillent ensemble. Louis n'était pas destiné au départ à faire partie de la maison Cartier, mais c'était un esprit très vif, assez créateur, et il est très vite arrivé dans la famille pour prêter son intelligence créative pour les designs. En 1899, Alfred et Louis décident de s'installer à une adresse qui va devenir historique, le 13 rue de la Paix. On parlait de la capacité de création de Louis. C'est intéressant de se pencher sur son cas, parce que l'esprit Cartier du début du XXe siècle, clairement, c'est lui. C'est lui qui a le monopole de la partie création artistique. Et donc, du coup, nous sommes fin 19e, début 20e. Nous sommes en pleine belle époque. Et c'est l'art nouveau qui prime à cette époque-là pour le reste des créateurs. Donc, on est sur les courbes, l'esprit floral, la femme libellule, tout ça. Enfin, on est dans cet esprit-là. Et Louis Cartier, lui, a déjà une façon de dessiner bien à lui, une façon de penser bien à lui. C'est un jeu de mots, ça, qui oh, bien à lui, où il va utiliser des formes un peu, je trouve plus le mot, abstraites. Il va utiliser des formes abstraites et des formes géométriques, ce qui n'est pas courant à l'époque, et des espèces de codes couleurs pareils qui n'existent pas à l'époque. Et du coup, on verra avec le temps qu'il a un peu été précurseur d'un style qui arrivera pourtant bien après, dans les années 20. On est déjà sur une idée un petit peu d'art nouveau. Non, pas du tout, d'art déco, c'est pas grave, ça doit être le début de la fatigue. Mais c'est pas le premier état d'esprit qui vient par rapport à la maison. On est sur un néoclassicisme chez Cartier. C'est une inspiration très Louis XVI, Marie-Antoinette Louis XVI pour l'époque. Mais quand on pense Marie-Antoinette, on va penser ruban, kiki, surtout qu'il y a eu le Second Empire juste avant. Et l'impératrice Eugénie était une grande fan de Marie-Antoinette. Mais du coup, c'est plutôt l'esprit ornemental de Louis XVI
ce style-là qu'il faut retenir. Et donc, on va appeler ça le style guirlande. On est avec des pièces qui n'existeront plus très vite. On trouve des bijoux où on a par exemple des devants de corset qui sont donc habillés de bijoux de corset. Ça, vous vous doutez qu'une fois que les femmes ont fait exit le corset, ça ne peut plus exister. Mais donc, du coup, voilà, ce style guirlande, c'est un peu la marque de fabrique de la maison Cartier et c'est ce qui plaît énormément. Attention, il n'y a pas que dans le design que Louis Cartier non. Nous sommes donc sur une création, une production bijoutière en général basée sur l'or et l'argent avec des montures assez costauds, assez robustes. Il y a plus de place pour le métal que pour la pierre. Et Louis Cartier et l'arrivée de la boutique rue de la Paix va un petit peu voir les limites de l'or et de l'argent par rapport aux bijoux. La boutique de la rue de la Paix, du 13 rue de la Paix, est déjà équipée de la fée électricité et donc du coup, cette modernité va donner une espèce d'effervescence dans l'idée créatrice. On a une époque où justement le monde va beaucoup plus vite. L'industrialisation bat son plein, les grandes inventions arrivent de plus en plus, que ce soit dans la médecine, dans l'industrie, et on se dit qu'au niveau des arts décoratifs, il ne se passe pas grand-chose en fait. Donc Louis Cartier est vraiment dans cet état d'esprit d'aller comme avec son temps, avec la vitesse, l'invention, la créativité et marquer son époque aussi avec en cassant un peu les codes, en prenant de l'ancien mais en y intégrant de la modernité. Et sa grande modernité à lui, et on a parlé d'électricité, c'était pas pour rien, il faut savoir que les filaments des ampoules à cette époque étaient faits avec du platine. Et le platine, c'est un métal beaucoup plus mou que l'or et il permet donc une plus grande souplesse dans le bijou et c'est ce qui va faire le petit Louis, il va intégrer le platine et c'est ça sa grande invention à sa création bijoutière. Ça va permettre quoi? D'alléger les structures et donc du coup de donner beaucoup plus de place à la pierre. Si je vous parle d'électricité, c'est pas pour rien non plus. Les vitrines de la rue de la Paix commencent à avoir pignon sur rue. Jusqu'à présent, les ateliers de bijoutiers étaient cachés. On peut prendre l'exemple de la maison Mélario. Alors eux, c'est un cas à part. Eux, ils étaient déjà là bien avant installés. Mais du coup, ils avaient leur boutique et au-dessus leur lieu de vie. Et les ateliers entrent. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu cet état d'esprit. Un bijoutier, ça n'est jamais un atelier sur la rue. Mais du coup, là, la bijouterie commence à prendre de la place dans la rue. Il y a Boucheron, quelques années avant, qui s'était installé place Vendôme. Ou peut-être à la même époque, je ne me rappelle plus de la date. Donc voilà, on commence à regarder les vitrines. Et avec cette effervescence de pierre beaucoup plus visible et électricité, ça scintille, ça attire du monde. Je prends bien le temps de vous mettre les bases, de comprendre pourquoi Cartier se démarque des autres. C'est une des plus récentes maisons de bijouterie. Bon, la dernière arrivée, c'est Van Cleef & Arpels, mais du coup, voilà, c'est pas une histoire millénaire hein, chez Cartier. J'ai parlé de Mélario avant. Mélario est une très très vieille maison de bijoux, enfin de joaillerie à côté. C'est pas pour faire qui est la plus grande, hein, c'est juste voilà, pour recadrer en quoi ils arrivent et paf, le grand-père a posé une marche, le père a un petit peu fait continuer ça, mais c'est avec le premier fils Cartier que les choses se développent. Et elles se développent à un tel point que donc du coup je vous recontextualise toujours l'époque où on est, 1900, belle époque, tout ça. Il y a un monde qui n'existe plus aujourd'hui, qui était très présent, c'est le monde des courtisanes. On a Diane de Pougy, on a la belle Otero, ce sont des grandes fans de bijoux. Avant elle a déjà fini sa carrière à cette époque, il y a eu la Païva. Enfin voilà, le bijou, elle est d'ailleurs plus associée à Boucheron. Le bijou prend toute son ampleur. On était jusqu'à présent, avec le Second Empire, dans un monde où les bijoux, c'était plus des bijoux politiques. On arrive dans un monde où le bijou, petit à petit, va devenir une affaire personnelle, va devenir un secret entre deux personnes, par exemple, va devenir un symbole pour montrer son amour à quelqu'un. Il avait déjà un peu cette fonction à l'époque, mais il y avait quand même pour les grosses pièces, une dimension de politique. 19e, courtisane, Paris, il y a un nom qui circule énormément, que ce soit dans les salons, dans les théâtres, à l'opéra, et puis même aussi sur la Côte d'Azur, c'est le nom d'Édouard. Édouard, qui est-il? Eh bien, c'est juste le fils de Victoria. C'est le prince de Galles qui deviendra Édouard VII, pas longtemps après l'arrivée de Boucheron, rue de la Paix.
Et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, le monsieur Édouard? Eh bien, avec son passage à Paris et ses nombreuses amies, il aimait leur faire des cadeaux, donc il venait régulièrement se fournir à la boutique Cartier Paris. Et un jour, il dit à Alfred, apparemment, enfin, je sais pas après si c'est historiquement juste, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé le plus souvent, il a conseillé d'envoyer Louis à Londres pour ouvrir une boutique, en disant, en tout cas, s'il y a une boutique à Londres, moi, j'envoie tous mes amis chez vous. Et du coup, bah Louis, il est à Paris. Et il s'occupe déjà de la boutique de la rue de la Paix. Donc, dans la famille Cartier, je demande le deuxième frère. C'est Jacques, le deuxième frère. Et lui, il va être donc envoyé à Londres avec un collier nouveau style que Louis aura fait fabriquer. Et il va se rendre à la cour d'Angleterre. Donc du coup, à la date, Victoria doit être déjà morte et on est en train de parler du couronnement d'Édouard. Mais donc du coup, il va à la cour et il offre justement le collier fait par Louis à Alexandra de Danemark, la femme d'Édouard. Allez voir, je m'embrouille pas tant que ça, les idées se recoupent, donc ça fait mouche, ça plaît, et du coup Édouard VII décide de commander des pièces de joaillerie à Cartier à l'occasion du couronnement. En des balles de charité, ces pièces vont être mises en vente pour récupérer des fonds pour les œuvres de bienfaisance de la couronne d'Angleterre. Quelques années après, donc le couronnement a lieu le 22 janvier 1901 et en 1902, Jacques ouvre une boutique à Londres. Je vais encore écorcher le nom. C'est Burlington Street. Et donc du coup, c'est pas Jacques qui l'ouvre, c'est dans la famille Cartier, le troisième frère, c'est Pierre. Ouais, ils ont 3 frères, c'est un peu compliqué à suivre, surtout que chacun a fait des choses différentes. Mais donc Louis reste à la création. Quelques années après, je crois en 1904 ou 1903, je ne me rappelle plus, Henri, je sais pas où je suis partie, Édouard donne un brevet à la maison Cartier et le considère comme son unique fournisseur de joaillerie. Donc ils deviennent juste les joailliers officiels de la cour de la couronne britannique. Ça sera pas la seule couronne dont ils seront les fournisseurs officiels. On verra avec le temps que d'autres têtes couronnées se sont parées des créations Cartier. T'auras peut-être déjà entendu, Cartier est le joaillier des rois et le roi des joailliers. Ça vient de là. La rue de la Paix, c'est un peu l'antichambre de l'Europe, mais de l'Europe de l'Ouest. Il manque un petit coin où Cartier n'a pas encore installé ses quartiers. Ah, il fallait que je la fasse. Il y a encore un bel empire. À l'Est, c'est les tsars de Russie avec Nicolas II et Alessandra Ferodovna. Problème pour Cartier? Il y a déjà un grand nom de la joaillerie là-bas. Il y a Fabergé. Vous connaissez les aides Fabergé? Constantin, c'est Pierre qui part à l'Est conquérir l'Empire russe. Il a une technique bien à lui. Vous allez voir tout au long de l'histoire, Cartier et marketing. Il y a des leçons à tirer d'eux. En gros, il va régulièrement à la cour des tsars à chaque saison et il apporte des nouvelles pièces. Et cette fantaisie, cette façon d'utiliser les couleurs, les sujets proposés dans la création, ça plaît. Et au fur et à mesure, chaque arrivée de Cartier est de plus en plus attendue. Et à la fin, même le tsar remarque le travail et offre sa protection aux bijoutiers. Bon, l'Empire Cartier, il grandit, hein, lui aussi, il s'associe au royaume, aux empires et tout, le temps passe, ça avance, et Cartier n'est jamais rassasié des clients qu'il a, et du coup, les 3 frères sont toujours à la recherche d'innovation. On s'arrête 2 secondes, un petit peu dans les dates, on est en 1904, parce que du coup, pourquoi ils mettent autant d'énergie dans tout ça ? On s'arrête à la date de 1904, je ne sais pas si vous rappelez, je vous ai dit grand-papa Cartier, j'ai donné ces dates, c'est pas pour rien, 1817-1904. Et avant de mourir, grand-papa Cartier, il a rassemblé ses petits-fils autour de son lit et il leur a demandé, il leur a même fait prêter serment de faire tout ce qu'il pouvait pour aller jusqu'au bout pour que Cartier devienne la plus grande maison de joaillerie d'Europe, voire du monde. C'est pour ça qu'on voit les frères Cartier autant investis. Au départ, c'était pas du tout prévu dans leur plan, hein, tout ça. Alors, comment Cartier continue à conquérir le monde?
Il décide de s'adresser encore à une nouvelle clientèle qui est celle des grands manias de l'industrie, pour l'instant européenne, mais petit à petit, il y a les grands noms de l'industrie américaine qui commencent aussi à circuler pas mal à Paris à cette époque. Et donc du coup, Cartier, sans vergogne, avec grand plaisir, donne des morceaux de culture en quelque sorte, de patrimoine, dans ses créations. Donc du coup, quand un mania américain ramène un bijou à sa femme ou à une amie aux États-Unis, il ramène Paris, la belle époque. Il ramène tout un monde qui fascine à cette époque, une ambiance qui n'existe que dans la ville lumière. Et on a une grande institution à l'époque dans la ville lumière, c'est chez Maxime. Et justement, on va vous raconter une petite histoire qui s'est passée un soir chez Maxime en 1904. C'est Louis Cartier qui mange avec son grand ami, c'est Alberto, je crois, Alberto Santos Dumont. C'est un Brésilien, c'est un aviateur, et il fait la remarque à Louis qu'il a beaucoup de mal à pouvoir piloter son avion et en même temps sortir sa montre de sa poche, parce qu'à l'époque, les montres, ce sont des montres à gousset. L'idée commence à germer dans la tête de Louis Cartier. En 1907, lors d'une descente d'avion, Alberto porte à son poignet le premier bracelet montre. Et oui, la première montre, comme tu la connais aujourd'hui, date de 1907. Avant, c'était pas du tout ça. Pour toi, c'est quelque chose de normal. T'en as peut-être 3, 4, 10, 50 si t'es un collectionneur. Mais c'est une grande innovation pour l'époque. Et c'est ça l'esprit de la maison Cartier, l'innovation, la modernité. Mais toujours avec cette notion de tradition, de savoir-faire ancestral. Et dans la maison Cartier, on s'intéresse à la modernité, mais on aime toujours les pierres. Et les pierres, eh ben ironiquement, c'est pas Pierre qui va s'en occuper, c'est Jacques. En 1911, il prépare un de ses premiers grands voyages qui sera en Inde pour, j'ai oublié le mot, le Durban, je sais plus. En gros, faut se rappeler donc l'Inde est encore une colonie britannique à cette époque-là, et c'est la cérémonie qui intronise le roi d'Angleterre en tant qu'empereur des Indes. Donc du coup, Louis Cartier a participé à ça, et pendant l'hiver suivant, il est parti dans le golfe Persique. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il cherche des pierres et des perles d'une belle qualité, d'une rareté, voilà, les plus belles pierres du monde. Et il faut quand même savoir que c'est Cartier qui a acheté le diamant Hop. Lui aussi, un jour, il mériterait une vidéo. Si vous captez bien, on est sur une espèce d'hydre avec les frères Cartier. Parce que du coup, je vous ai parlé de l'outre-Atlantique. Cartier a ouvert une filiale en 1909 à New York. Donc si on résume, si on prend la date de 1909, 1910, 1911, celle que vous voulez, une des trois, dans ces eaux-là, il y a Cartier Paris avec Louis, il y a Cartier New York avec Pierre, qui d'ailleurs se mariera. Je sais pas si à l'époque il est déjà marié, mais il va se marier avec une américaine. Donc du coup, en gros, il a épousé l'américain. Et vous avez Jacques qui, quand il revient, qu'il n'est pas du côté du Moyen-Orient, il est ou à Saint-Pétersbourg ou à Londres. Il n'y a pas de boutique à Saint-Pétersbourg, hein. Et puis du coup on approche d'une mauvaise date hein, pour l'Empire russe. Et ben il est donc à Londres, je vais y arriver. Et il est déjà en 1911 à l'adresse historique du 175-176 New Bond Street. Retenez ce nom, peut être important. Donc on était à peu près 1912, 13, 14, et paf, la guerre explose et éclate, comme tu veux. Et donc du coup, il y a, alors pas Pierre, non c'est, pardon, pas Louis, mais Pierre et Jacques qui sont enrôlés dans la guerre. Et du coup, il reste Louis à la création qui commence à sentir que la victoire approche pour la France. Et en 1917, il décide de rendre hommage au premier tank mis en circulation donc à l'occasion de la Première Guerre mondiale par Renault, je crois. Et en fait, il décide de faire une montre donc pour célébrer cette création. Si tu t'intéresses à l'horlogerie, tu auras compris de quel modèle je vais parler. Même moi qui n'aime pas spécialement les montres, ça me parle. C'est le modèle tank, tout simplement. Le principe est simple, c'est une vue du dessus d'un tank avec la cabine. Donc du coup, il l'a pensé en 1917 et ça a été produit en 1919. Il me semble que les premières productions, c'était seulement 6 pièces. Fin 1919, début 1920, il y avait plus, les modèles avaient été vendus, hein.
Donc 1918, la fin de la guerre, l'Europe comme on la connaissait avant n'existe plus. Les aristocrates, les grands noms ont disparu, beaucoup des fils ont été emportés comme les fils de Monsieur, Madame, tout le monde dans cette grande guerre, la première boucherie de l'humanité. On va pas faire l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais vous connaissez à peu près le topo. Du coup, Cartier a, comme je t'ai déjà dit, une fascination, une capacité à se renouveler, à anticiper les choses. Ils avaient déjà commencé à mettre un pied aux États-Unis. Là, ça va être Pierre, vas-y, joue à fond. Vas-y, carte blanche. Donc Pierre, eh ben, il va chercher à s'implanter correctement aux États-Unis et c'est une bonne rencontre qui va permettre à Cartier de trouver son adresse historique. Pierre aux États-Unis va rencontrer Nancy Plant, qui est la femme d'un riche général, je crois, américain. Elle a juste envie de se débarrasser d'un immeuble qui l'encombre un peu sur la 5e avenue, mais elle a super envie d'un collier. Pierre se démonte pas, il propose un troc. L'immeuble contre un collier de quartier. L'estimation de l'immeuble, 1 million de dollars. Nancy accepte. Cartier arrive donc au 653 de la 5e avenue et il y a tous ces grands noms ces grands noms de l'industrie américaine avec les riches héritières, avec ces hommes qui, comme à l'époque de la Belle Époque, les hommes aimaient entretenir on va dire leur statut en ayant une maîtresse, en leur faisant des beaux cadeaux, bah eux ils font à peu près pareil avec leurs femmes et maîtresses et donc du coup pour montrer sa réussite sociale, eh bien on se part des bijoux de chez Cartier. Il est toujours dans cette idée de création de tradition française, de culture de la bijouterie française et de modernité dans le design. Et ça ne sera toujours aussi vrai, sachant qu'on arrive dans les années 20, donc les années d'après-guerre, qui sont une grande effervescence, une grande liberté de mœurs, une grande liberté culturelle en Europe. Et les Américains viennent en masse d'ailleurs à cette époque-là. En France, parce que du coup il y en a beaucoup qui ont fait la guerre et qui ne sont peut-être même pas encore repartis, mais qui ont eu envie de découvrir les joies et les plaisirs parisiens. Et à cette époque-là, il y a un nom qui va rentrer dans la vie de Louis Cartier. C'est un nom très important car son nom à cette dame, oui c'est une dame, sera pour toujours associé à la maison Cartier, c'est Jeanne Toussaint. Jeanne Toussaint est une jeune femme plus jeune que Louis à cette époque, je me rappelle plus, je crois qu'ils ont une quinzaine d'années de différence, et elle est tout à fait cette femme des années 20, vous savez, cette femme qui s'émancipe, qui ne veut plus être sous la tutelle de Pierre-Paul Jacques, sans jeu de mots. Et donc du coup, elle est rebelle, elle est pleine de créativité, et il y a une alchimie aussi bien amoureuse que intellectuelle et artistique qui se crée entre Louis et elle. Mais elle n'est pas très bien née et ça inquiète fortement Pierre et Jacques qui rappellent à leur frère Louis de la promesse qu'ils ont fait en 1904 au grand-père, Cartier coûte que coûte. Du coup, Louis renonce à ce mariage à une seule condition, que Jeanne travaille quand même avec lui pour Cartier au département artistique. Et cette collaboratrice va apporter cette effervescence, cette libération de la femme avec Louis. Ils vont créer tout un monde, toute une façon de diversifier la bijouterie en offrant aux femmes des nécessaires à cigarettes, des poudriers, des petits briquets, toutes ces petites choses voilà, que les dames transportent avec elles tout au long de la journée. Ils vont même pousser le vice jusqu'à se dire mais il faut bien mettre tout ça dans quelque chose. Et en gros, ben, ils vont inventer la petite mini-guerre pour mettre tout ça dedans. Je sais plus comment ça s'appelle chez Cartier, c'est un nom particulier bien à eux. Un nécessaire. C'était bête, hein, mais c'est même pas revenu. Et donc, du coup, d'ailleurs, ça va être très décrié au départ, mais c'est nécessaire, et finalement, ils auront bien pensé ça, elles vont pouvoir danser le foxtrot tranquillement, ces dames. Il y a un autre nom qu'on peut associer à Louis Cartier et Jeanne Toussaint, c'est Charles Jacot. C'est un ancien architecte qui a bien regardé et étudié le style de Louis Cartier et qui est un peu près dans la même veine que lui. Et par contre, lui, il a une inspiration
pour tout ce qui est art antique, ancienne civilisation, beaucoup plus prononcé, mais ça va permettre de créer des pièces complètement folles. Il faut se rappeler qu'en 1922, il y a l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, et ça va donner à la maison Cartier la grande idée de réutiliser des morceaux d'antiquité, enfin de vestiges, de les intégrer à de nouveaux bijoux, donc ça donne des pièces extraordinaires, et c'est un peu l'ouverture il n'y a pas que chez Cartier là par contre, hein, vraiment à cette époque, on commence à s'intéresser à l'art asiatique, on commence à s'intéresser aux Égyptiens, à plein de civilisations, il y avait déjà l'art africain qui avait un peu fait son apparition quelques années avant, mais du coup voilà, on redécouvre des civilisations, on redécouvre un artisanat et des associations qu'on avait peut-être un peu oubliées ou qu'on ne connaissait même pas. Et du coup, il y a la redécouverte aussi des pierres semi-précieuses, hein, et ça va permettre toute cette effervescence et toute cette créativité à donner une idée à Louis. Il faut savoir que la bijouterie travaille indépendamment du reste des autres arts. Ils ont vraiment leur monde à eux, leur corporation. Et on arrive tout doucement en 1925. Et en 1925, il y a l'exposition des arts décoratifs qui aura lieu. Alors attendez, je vais vous chercher l'intitulé complet. Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Art décoratif. 1925. Oui, Art déco, ça vient de là. C'était pas comme ça qu'on l'appelait à l'époque, mais tu sauras que donc Art déco vient de cette époque. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque? Donc du coup, on a dit que ça donnait une idée à Louis. Quelle est-elle? Eh bien, c'est de travailler avec la mode, tout simplement. Pendant cette exposition, il y a le pavillon des bijoutiers, je crois qu'ils sont avec les lapidaires, et il y a le pavillon pour le textile, pour les créateurs de mode. Et du coup, si tu cherches Cartier du côté des bijoutiers, tu ne le trouveras pas pendant cette exposition, tu le trouveras effectivement du côté des vêtements, des stylistes, des créateurs de mode, et tu ne trouveras pas non plus un stand à lui, tu trouveras ses bijoux sur les compositions, sur les mannequins avec l'événement. C'est intelligent et on verra qu'avec le temps, du coup, Cartier a toujours eu un très grand lien avec le monde de l'art. On a dit qu'en 1900, quand tout le monde était à l'art nouveau, lui il était pratiquement déjà à l'art déco. Là, tout le monde est à l'art déco et lui, il cherche déjà d'inspiration ailleurs parce que ces grandes expositions, cette belle époque, elle attire un autre monde dont on n'a pas encore parlé d'eux à moitié, mais rappelle-toi, il y a Jaco, il a des grands copains en Inde. Il s'est fait pote avec les Maharajas et les Maharajas commencent à venir en Europe. Et du coup, on va en parler d'un en particulier. Tu auras peut-être déjà entendu parler de l'histoire, mais au cas où, Bumpindra Singh, je ne sais pas si j'ai prononcé correctement, tu vas peut-être plus le connaître sous le nom du Maharaja de Patalia, qui va passer une commande particulière à Louis Cartier. En gros, le monsieur, il va venir avec des bijoux familiaux et les joyaux de sa couronne quand même, et du coup avec des caisses et des caisses de joyaux, il paraît que c'était quelque chose de très impressionnant, et il va demander à Louis Cartier de lui faire un collier de cérémonie. Et donc du coup, nous avons de magnifiques pierres qui viennent avec une tradition de bijoux indienne pour rencontrer la tradition et le savoir-faire parisien de l'époque. C'est à peu près ça en fait qui se passe dans beaucoup de domaines créatifs. C'est toujours l'esprit ancien et la modernité, les savoir-faire qui se mélangent. Et donc du coup, va naître le plus gros collier de diamants qui n'a jamais existé. Avec un saphir jaune, je sais plus, je crois que c'est le saphir jaune de Beers, oui. Avec à peu près 3000 diamants, ces 5 chaînes qui sont montées les unes avec les autres, vous avez le petit diamant, et donc du coup voilà, c'est un homme qui portera ce collier, donc le Maharaja de Patalia, et vraiment on sait que c'est lui le chef parce que ces bijoux ont encore vocation politique, c'est encore une démonstration de pouvoir, on n'a pas oublié ça. Je mets ça en avant parce que du coup pour l'instant Cartier a une clientèle féminine. Il n'y a pas de département homme, il n'y a pas de bijoux pour hommes chez Cartier à ce moment-là. C'est un petit peu même, ça serait même honteux de porter des bijoux hein, dans l'état d'esprit de l'époque. Il faut savoir qu'aussi le mélange, enfin les prises de connaissance des bijoux indiens, tout ça et tout, vont donner naissance à un bijou en 1925. Je fais des petits allers-retours parce que c'est très important chez Cartier. En fait, en gros, il y a des moments, il y a des explosions
des styles qui naissent, mais en fait, il faut aller voir quelques années avant la graine où elle a été posée, parce que c'est pas toujours très facile à suivre. Mais du coup, en 1925, il y a un premier bracelet qui a été fait en émeraude, saphir et rubis. Et en fait, pourquoi je mets ça en avant, la particularité, c'est que toutes les pierres sont gravées dans l'esprit de feuilles, fleurs, fruits, tout ça, des bijoux indiens. Et c'est important pour la suite, on va voir pourquoi. Je vais pas te donner la réponse tout de suite, on va d'abord parler d'un truc pareil, on va revenir quelques secondes, je crois en 1911, si je ne dis pas de bêtises, mais ça a un impact actuel, enfin actuel dans notre histoire. Il y a le modèle A qui a été fait. Qu'est-ce que c'est le modèle A? C'est une pendule. C'est le prototype, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un prototype, c'est une pièce. C'est une pendule mystérieuse. C'est quoi les pendules mystérieuses? Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont vraiment les grands clients de chez Cartier qui en ont. C'est une pendule où quand tu la vois, tu hallucines un petit peu. T'as ta pendule, t'as un cadran, t'as les aiguilles, mais alors quand tu regardes les aiguilles, t'as l'impression qu'elles flottent dans le vide. Et c'est un procédé technique, en fait, c'est une succession de cadrans en cristal ou en verre, je sais plus, je crois que c'est en cristal, mis de telle façon qu'en fait ça rend complètement opaque, tu vois plus à travers la pendule, tu vois juste les aiguilles et tout le mécanisme est caché derrière les montants du cadran et tout. Donc ce procédé ne vient pas de nulle part, c'est une inspiration qu'a eu Maurice Couet donc pour Cartier en s'inspirant d'un illusionniste qui n'est autre que Jean-Eugène Robert Houdin. Donc du coup voilà. Je crois que le Maharaja de Patiala il en a une aussi d'horloge. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, je crois qu'il y en a une douzaine qui ont été faites. Déjà, ça prend 8 mois à faire, un truc comme ça. Donc tout le monde n'a peut-être pas le budget pour. Le budget, si je te dis le 24 octobre 1929, est-ce que tu te rappelles ce que c'est? Le jeudi noir. Et oui, la bourse de New York s'effondre, c'est une catastrophe. On arrive en pleine récession. Et on a dit que Cartier a toujours de bonnes idées. Il sait à quel point c'est important de bichonner sa clientèle, de la conserver et d'en trouver aussi une nouvelle. Du coup, lui vient l'idée de produire moins et à moindre coût, baisser sur les matières premières, et c'est pour ça qu'il crée le département S, comme Silver. Et oui, on travaille de l'argent. Et ce n'est pas une insulte à la bijouterie. Je te rappelle le début de la vidéo où je t'ai expliqué qu'avant que Cartier utilise du platine, on utilisait l'or et l'argent pour faire des bijoux. Donc en soi, c'est pas grave d'utiliser de l'argent, ça reste de la joaillerie du moment qu'il y a des joyaux dessus. À partir du moment où Jeanne arrive, et ça sera vrai jusqu'en 1970 à peu près, le style Cartier va prendre les goûts de Jeanne. Et bon, dans la création, on s'épaissit un petit peu plus. Le métal demande plus de surface à travailler pour obtenir les bijoux. Donc ça change un petit peu les visuels, mais bon, écoutez, Louis a assez d'idées pour fructifier tout ça. Et le problème, c'est qu'il se surmène, le petit Louis, arrivé 50 ans, donc en 1933 à peu près, enfin pas à peu près, arrivé à peu près 50 ans en 1933 en tout cas, il fait un premier infarctus et du coup, enfin une première crise cardiaque et du coup il décide que ce sera Jeanne qui va prendre en charge complètement la partie artistique de la rue de la Paix. À ma connaissance, je n'ai pas réussi à voir, peut-être que c'est parce que je connais pas non plus Cartier sur le bout des doigts, je ne sais pas si Pierre, par exemple à New York, a fait de la création. Ou si ce sont des pièces ou des créations ont été faites, qui ont été envoyées à New York. En tout cas, je sais qu'à Londres, il y a des ateliers, on va en parler dans pas longtemps. Et il me semble que Jacques a fait un peu de création aussi quand même. Mais du coup, en gros, la création artistique de Cartier, ça a toujours été Paris. Jeanne, ça reste une mondaine avec, malgré sa discrétion, elle a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui lui font confiance. Et il y a l'une des femmes qui a été élue à peu près 20 fois femme la mieux habillée du monde, c'est Daisy Fellow. Et qui est-elle? La correspondante américaine d'ailleurs du magazine Harper's Bazaar à Paris. Et elle arrive un jour dans la boutique de la rue de la Paix avec un collier et deux bracelets. Elle demande à ce que les pierres soient réutilisées. Et c'est là où, vous vous rappelez le bracelet, enfin ce que je vous ai raconté, le bracelet gravé émeraude, rubis, saphir.
Ça ressort, ça y est, on y arrive. C'est là où le style Tutti Frutti de la Maison Cartier va prendre ses lettres de noblesse avec la pièce faite à Daisy Fellow. On est en pleine Café Society. Là, c'est des Américaines qui tiennent clairement les rênes. C'est elles qui sont vues, revues et re-revues. La mode prend beaucoup de place, la photographie, les magazines de mode. Il y a des choses qui arrivent, typiquement des choses encore jamais vues. La date m'échappe. Je prends mes notes parce que du coup, j'ai un trou de mémoire. Et j'ai un trou Je me rappelle, j'ai le bijou, mais j'ai pas la personne qui le porte dans la tête. Non, là, on est parti trop loin. Où elle est, la dame que je veux? On va y arriver. Elle est là, en 1933. Donc, du coup, c'est Barbara Hutton, pardon. Donc, Barbara Hutton, pareil, elle vient de... Il me semble qu'elle vient de la... C'est une fille d'un grand industriel américain. Elle arrive un soir à l'Opéra de New York avec un collier composé de 27 magnifiques perles vertes. C'est de la jadeite qui vient de la collection impériale, elle date du XVIIIe siècle. Ça, pareil, ça vous paraît pas grand-chose, mais à l'époque, on ne connaît pas en Europe, enfin en Europe, en Amérique, on ne connaît pas le jade. Donc voilà, la jade rentre dans les collections occidentales et c'est la maison Cartier qui a signé le collier. J'oublie un point un petit peu important. C'est Jeanne qui va réintégrer l'or jaune à la création de chez Cartier parce que jusqu'à présent, tu avais dit qu'ils ont travaillé platine, après il y a le secteur silver, argent, mais du coup, il y a de l'or qui recommence à être utilisé chez Cartier à cette époque-là, et c'est Jeanne qui rappelle que l'or jaune, ça peut être sympa. Donc, comme on l'a dit, l'époque change, il y a eu la récession, on est parlé de 1933, on va pas faire la vanne, mais bon quand même, Hitler chancelier, il y a quelque chose qui tourne, qui change, et on continue à se dire où est-ce qu'on va trouver des clients, parce que le mot d'ordre, c'est jusqu'au bout. Et donc du coup, on continue de regarder du côté de l'Amérique. On a encore, on a Hollywood qui est en train de se développer, qui commence à arriver petit à petit. Je crois qu'on commence à sortir du cinéma muet pour arriver vers les premiers films parlants. En tout cas, il y a quand même Broadway, hein, tout ça. Donc il y a des gens qui portent des bijoux et donc du coup même si on ne parle pas forcément dans les films, on voit ce que les gens portent. Et là se passe un truc inattendu. Il y a un acteur qui s'appelle Rudolph Valentino qui joue dans le fils pardon, du Tchèque, je sais plus en quelle année. On est tous entre 33 et 39. Eh bien, il le porte une montre tank. Et pareil, encore une fois, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais ça lève un tabou. Les hommes peuvent s'intéresser au monde de la joaillerie puisqu'il y a l'horlogerie. Cartier a un nouveau client, l'homme. Nous sommes le 3 septembre 1939. La France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. En fait, en gros, on oublie, hein, parce que souvent on pense que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre, mais non, en fait, ils ont posé un ultimatum et l'Allemagne, elle a fait... Je vais pas faire le geste, mais... Oh, on va te faire cuire l'œuf, comme dirait ma grand-mère. Les trois frères sont en France à ce moment-là, ils sont à Biarritz, dans leur villa familiale, et ils se posent la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Je vous rappelle que Pierre a déjà un peu quitté la course, il est malade, hein, et du coup, lui, il va partir à New York. Et donc du coup, c'est Jeanne qui va rester toute seule à boutique parisienne. Arrive juin 1940. La guerre est perdue pour les Français. Les Allemands rentrent dans la capitale. Et où est-ce qu'ils s'installent, les Allemands? Place Vendôme, au Ritz. Place Vendôme, rue de la Paix. Les Allemands sont juste à côté des boutiques, de la boutique de la rue de la Paix de Cartier, et on va voir que ça va pas leur porter chance tout de suite, hein, Cartier. Déjà, coup dur pour la production, il y a des cadres de chez Cartier, des artisans de chez Cartier qui ont eu la très mauvaise idée d'exprimer leur opinion anti-nazie et qui ont été arrêtés, ça a bloqué la production. Deuxième problème, les nazis ont la réputation d'embarquer tout ce qu'ils voient. C'est pas un fait anodin ce que je dis, sachant qu'il y a beaucoup de musées en France qui ont été vidés en prévention. Les œuvres ont été
cachés dans d'autres lieux ou même ont été sortis du pays pour éviter de partir avec les nazis. Et c'est pareil pour le stock de bijoux de Cartier, pour une petite somme, il flippe un peu. Il faut savoir que Jacques a quitté Londres, lui s'il a des problèmes de santé, il est à Biarritz. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les bijoux vont partir de Paris pour aller à Biarritz et ils vont être envoyés à Londres. Parce qu'à Londres, il faut savoir que la boutique n'est pas laissée à l'abandon du tout. Cartier a toujours bien su s'entourer normalement. Ils ont toujours eu des personnes assez loyales avec eux pour continuer dans l'état d'esprit de coûte que coûte. C'est Étienne Bélanger qui va s'occuper de la boutique de Londres. Et si tu es comme moi, que tu t'intéresses à l'histoire de France, en particulier de la résistance française, tu vas devoir peut-être savoir qui est Étienne Bélanger. Si je te dis l'appel du 18 juin, tu penses à Charles de Gaulle. Il n'est pas encore général, il est juste colonel et il est ami avec Étienne justement. Et donc du coup, sous couvert de cette amitié, le Cartier va prêter ses locaux à la France libre. Donc ce sera un peu le QG de Gaulle pendant ces années londoniennes. C'est d'ailleurs dans le bureau de chez Cartier où il va écrire ce fameux discours du 18 juin. Et on pousse l'aide jusqu'à prêter des secrétaires de chez Cartier. Cartier aide aussi l'effort de guerre à sa façon. Les petites mains de chez Cartier, elles n'ont peut-être pas beaucoup de travail en bijoux, mais du coup, elles ont une certaine délicatesse, certaine finesse. Et du coup, il y a des bijoutiers de chez Cartier qui vont travailler sur des bombardiers britanniques et participer à leur façon à l'effort de guerre. Il y a aussi Jacques qui a une petite Rolls-Royce en Angleterre parce qu'il a quand même un très bon train de vie, le Jacques. On va pas faire son patrimoine, mais donc du coup c'est un petit peu la voiture officielle de Gaulle quand il est là-bas. Et il y a aussi la première production des premières croix de Lorraine. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. On n'en a pas parlé pour la Première Guerre mondiale, mais on a un peu des bijoux de la Victoire qui existent dans la bijouterie. On en parlera un petit peu après, mais du coup voilà, le symbole de la France libre de Gaulle, la croix de Lorraine, il y a les premières pièces qui sortent. Et les ateliers parisiens aussi, une façon bien à eux de résister avec Jeanne. On n'a pas encore beaucoup parlé vraiment du symbole graphique chez Cartier, mais le monde animalier est un monde qui passionne Jeanne. Et donc du coup, elle crée une pièce qui est assez compréhensible. C'est l'oiseau en cage. Un petit oiseau dans sa petite cage, c'est une broche. Et il y a plusieurs exemplaires qui ont été faits, qui ont été mis dans les vitrines de Cartier. Qu'est-ce que je vous ai dit avant? Les Allemands, ils sont au Ritz. Donc, il y a des Allemands qui passent toutes les 5 minutes devant les vitrines. Et ça va faire que elle va être quand même convoquée 3 fois pour s'expliquer sur le pourquoi du comment. Alors, elle n'a pas été arrêtée, elle n'a pas eu plus de problèmes que ça, mais les pièces ont été confiées. Premier drame, 10 septembre 1941, Jacques meurt. Pas à cause de la guerre, il est malade. Et dans la continuité des pertes, eh bien c'est Louis qui va disparaître à son tour. Donc lui, il est toujours aux États-Unis et il meurt le 23 juillet 1942. Il fait un infarctus pendant une réunion à la boutique de New York. Et même s'il est marié, j'ai oublié le nom de son épouse, il a eu un fils avec elle, Claude. Jeanne a toujours son importance dans sa vie et c'est elle qui va faire rapatrier le corps de Louis pour qu'il soit enterré en France. Et pour le jour de son enterrement, en fait, il y a un détour qui a été fait par la place de Vendôme de façon à ce que le cortège passe devant la boutique du 13 rue de la Paix une dernière fois. 2 ans se passent, on arrive en août 1944, Paris libre. Paris outragé, mais Paris libéré. Non, je m'en rappelle plus. Je peux même pas le faire. Bref, vous vous rappelez l'oiseau en cage? Eh ben, l'oiseau, il sort de sa cage. C'est l'oiseau de la victoire. Ça y est, l'oiseau peut ouvrir grand ses ailes devant la cage, c'est toujours une broche, et il peut chanter à tue-tête. Donc du coup, voilà. L'histoire de Cartier est du coup tenue à Paris par Jeanne Toussaint. Qu'est-ce que Pierre décide de revenir à Paris? Mais de voir la ville ainsi, la maison Cartier sans ses frères, eh bien il se dit que c'est la fin pour lui en tout cas, enfin pour sa génération. Donc il va passer le flambeau à la génération suivante. Ils ont tous eu un enfant. Il y a Jean-Jacques, le fils de Jacques, qui va partir à Londres. Il y a, j'ai oublié son prénom, le fils de Pierre, Claude je crois. Oui.
Non, pardon, pas de Pierre, de Louis. Claude, le fils de Louis, qui va partir à la boutique de New York. Il a seulement 20 ans. Et Pierre, lui, a une fille, c'est Marion. Elle va rester à Paris. Heureusement, à Paris, il y a Jeanne Toussaint. Donc, en fait, Marion ne va pratiquement jamais s'occuper de la maison quartier. C'est Jeanne Toussaint qui va vraiment porter jusqu'à la fin la création là-bas par chance. Mais Pierre, il fait une petite erreur. Il n'a pas pensé à faire comme son grand-père, à faire jurer à ses neveux, nièces et filles que il fallait tenir la maison jusqu'au bout. C'est pas grave, on a dit qu'il y avait Jeanne. Jeanne, c'est l'héritage spirituel de Louis. Jeanne, c'est une créatrice hors pair. Elle tient la direction artistique sans aucun problème et elle va connaître et croiser des femmes qui vont l'aider à rendre tout ça encore plus fou. On va parler un petit peu d'histoire anglaise. Alors, en 1937, il y a un couronnement en Angleterre. C'est le papa de Élisabeth II qui se fait couronner. C'est compliqué, hein. Édouard VII, c'est le roi éphémère. Hein. Ça fait un moment qu'il est plus roi. Il y en a eu d'autres entre-temps. On arrive donc, on a dit 1937, le couronnement de... Ça y est, j'ai déjà oublié. Georges VI. J'ai encore des bêtises. En gros, Georges VI, c'est le papa donc de l'Élisabeth II. Et il avait un frère qui aurait dû être Édouard VIII. Et ce Édouard a refusé la couronne. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est le père d'Élisabeth qui est devenu roi et qu'elle est devenue reine ensuite. Pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, pourquoi Édouard VIII a refusé la couronne d'Angleterre? Tout simplement parce qu'il s'était tombé fou amoureux d'une américaine divorcée 2 fois qui s'appelle Wallis Simpson. Tu connais pas Wallis? Ah, attention. Wallis Simpson, c'est un nom qui fait résonner toute la culture bijoutière, artistique et stylistique de l'après-guerre et jusqu'à sa mort. C'est une collectionneuse, une grande amatrice de bijoux et de mode. Elle a été amie avec Schiaparelli. Elle s'est fournie chez Van Cleef & Arpels comme chez Cartier. Enfin, vraiment, elle a fait de grosses commandes. Elle s'est fait offrir des bijoux parce que Édouard VIII était aussi un grand amoureux de la bijouterie. Il a aussi participé à l'élaboration de pièces et tout ça justement pour vous parler d'une pièce un peu iconique. On ne peut pas parler de Cartier sans parler de la panthère. On rembobine 2 secondes. Premier motif panthère, c'est pas forcément Jeanne Toussaint qui a introduit, on va dire, l'idée de panthère. Déjà en 1914, il y a pour la première fois ce motif qui apparaît sur un bracelet de montre en version diamant et onyx. Donc tu vois le pelage comme ça. Là, du coup, on part en 1948. Je crois que c'est à l'occasion des 50 ans, ou enfin je sais plus, de l'anniversaire de Wally. Son mari, donc Édouard VIII, fait la demande d'une broche qui donc va être créée en or et sur un cabochon d'émeraude. Donc c'est une panthère vraiment posée sur un énorme cabochon en émeraude magnifique. Et c'est une grande première parce que pour le coup c'est la première fois que Cartier réalise une panthère dans son entièreté. D'ailleurs, il y a une autre broche qui va être faite sur le même sur le même style l'année d'après. Cette fois, ça sera en or gris, il me semble, sur un cabochon de saphir. Wallis Simpson, je ne connais pas toute sa boîte à bijoux, mais il y a un collier dont j'ai envie de te parler parce que je le trouve magnifique. Et il a été fait dans les années 50 et pourtant je pourrais moi sans problème le porter encore aujourd'hui. Il est en améthyste et en turquoise et monté sur or jaune. Et il est magnifique. Regarde juste la photo, il n'y a rien à dire. Enfin voilà, t'as pas envie de le porter toi aussi? Alors en lithothérapie, on te dira on mélange pas la métisse et la turquoise, là on s'en fout, on en joaillerie, hein. C'est juste beau. C'est juste magnifique, splendide, il n'y a pas de mots, et pourtant, Cartier n'est pas ma maison préférée. Mais alors là, pour le coup, cette pièce, moi je la voudrais tellement, au moins la voir. Donc en 1937, je ne sais plus où on en est, en gros, on parlait du couronnement de Georges VI et Cartier reste toujours le fournisseur des rois. Il y a 27 diadèmes qui vont être demandés
au Roi des Joailliers, à Cartier. Et il n'y a pas beaucoup d'argent, trucs comme ça. Donc du coup, on va avoir des pierres qui vont apparaître comme l'aigle marine ou la citrine ou l'améthyste. Et du coup, ça va faire des pièces quand même assez chatoyantes. Et il y a aussi à l'occasion de ce couronnement la création du diadème halo. Et si tu sais pas ce que c'est, ben en fait, si tu regardes la tête de Kate Middleton le jour où elle s'est mariée, ben c'est le diadème qu'elle porte. Avant de te parler de pas de la décadence, mais avant de te parler de la fin de Cartier en tant que maison familiale, on va s'amuser à parler de pièces que tu as sûrement déjà vues ou entendu parler et que ça me fait plaisir de te présenter. D'occasion, ça va nous permettre de te parler des derniers, on va dire, les dernières tranches, je sais pas comment dire, pas tranche, tranche de population, c'est bizarrement dit, on va dire de la dernière catégorie, voilà, de personnes qui représentent la maison Cartier. On a parlé d'Hollywood, on a parlé d'un acteur, et là maintenant on arrive dans les années 50, donc on a les grandes actrices d'Hollywood, on a Grace Kelly, on a Maria Félix, on a... Je suis nulle en cinéma, Elizabeth Taylor. Enfin bref, donc et là avec Elisabeth, on a un de ses maris, je crois que c'est le troisième, c'est Richard Burton, qui va lui offrir toute une série de bijoux. Une des pièces les plus connues du coffre d'Elisabeth, c'est la Peregrina. C'est encore moi. Bon, il est 2 h du matin, tu excuseras ma tête. Mais il y a un truc que je viens de découvrir, je ne connaissais pas cette histoire, ce bout de l'histoire de la Peregrina. Donc, c'est une perle qui a été trouvée au XVIe siècle, exactement en 1579, dans le golfe de Panama. Mais je ne savais pas par qui elle avait été trouvée. Elle a été trouvée par un esclave qui apparemment a réussi à acheter sa liberté avec. Voilà, j'avais juste envie de donner ce petit point de plus. C'est beau. Donc du coup, c'est quand même une perle à l'époque où elle l'a achetée et qui avait déjà 500 ans. Du coup, je crois il a été monté par Cartier et en fait, quelques mois après sa mort, en 2011, il y a eu une énorme vente aux enchères de tous les bijoux parce que vraiment, on en avait vraiment beaucoup et ça a été racheté par un collectionneur privé, donc je pense qu'il y a moyen qu'on puisse plus trop voir la Peregrina. Pourtant, elle avait déjà disparu, hein. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'elle l'avait racheté avec Richard Burton. Elle a des parures de diamants, elle a des parures de diamants et rubis, enfin vraiment, il y a toute une collection. Ensuite, nous avons Grace Kelly. Alors ça, c'est une double histoire, Grace Kelly. Grace Kelly était déjà elle-même cliente Cartier quand elle était actrice. Et ce qui est drôle, c'est que la Principauté de Monaco a pour fournisseur Cartier aussi depuis pas mal d'années. Donc, elle a retrouvé Cartier aussi lors de son mariage. Il me semble que au moins la bague de fiançailles, peut-être même la bague, même l'alliance, c'est Cartier qui l'a réalisé. Donc voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent. J'ai parlé de Maria Félix avant, c'est très intéressant Maria Félix. Donc le symbole, même s'il y a un bestiaire énorme chez Cartier, c'est une de ses marques de fabrique. Il y avait Wallis Simpson par exemple qui avait la broche flamant rose, la panthère, donc le symbole de Jeanne Toussaint par excellence, parce que oui j'ai oublié de te dire, c'est son surnom, hein, la panthère à Jeanne Toussaint, aussi bien pour le côté féminin que le côté agressif. Et pour la petite histoire, il y a Maria Félix, une femme, je crois, une actrice des années 60-70, qui était considérée comme l'une des plus belles femmes du monde à l'époque, une des plus belles actrices. S'était offerte une des panthères et en fait, elle a ramené quelque temps après la broche au magasin disant que ça ne la représentait pas. Elle, c'était plutôt le côté reptile. Et du coup, elle a demandé qu'on lui réalise un collier en forme de serpent. Il est complètement articulé et il est époustouflant, il est blindé de pierres. Et elle a réitéré quelques années après, je crois que dans les années 75, mais je crois que du coup Jeanne Toussaint était déjà plus là. Elle a demandé à avoir un collier qui puisse être aussi bien porté, qui puisse aussi bien servir d'objet de décoration. Et du coup, la maison Cartier a eu la bonne idée de lui proposer 2 crocodiles qui, d'une certaine façon, quand ils sont attachés, font un collier et peuvent être posés ainsi
sur une table. Et la petite anecdote comme j'avais découverte il y a quelques années qui m'avait fait sourire, c'est que pour le dessin, eh bien, Maria Félix s'était rendue à la boutique parisienne avec un petit aquarium et un petit crocodile dedans, qui elle avait amené ça pour que les gens puissent faire le dessin en disant attention, il va grandir, il faut se dépêcher. Tu m'étonnes. Toujours dans les années 50, il y a Jean Cocteau qui rentre en 1955 pour être exact à l'Académie française. Et pour la petite anecdote, les académiciens ont une épée. Et il se trouve que du coup ce sont des joailliers qui fabriquent cette épée et la tradition veut qu'on leur fasse un cadeau à mettre sur cette épée. Donc son cadeau, c'est une petite émeraude, c'est Coco Chanel qui lui a offerte. Et au départ, l'auteur s'était tourné vers son ami Picasso pour faire le dessin de son épée. Ça s'est pas très bien passé. Apparemment, Picasso a un humour un peu douteux. Donc c'est Jean Cocteau qui a dessiné lui-même son épée et qui a demandé à Cartier de la... En 1957, on peut parler de la fameuse broche palmier. Je crois que c'est Wally Simpson qui la portait, je sais plus. En tout cas, elle est un peu dans le code couleur... c'est peut-être grâce de Monaco du coup, j'ai un doute avec le code couleur maintenant. Mais donc du coup vous allez comprendre pourquoi. On est souvent dans une association qui est un peu dans l'air du temps, parce qu'on la retrouve aussi chez Van Cleef & Arpels de mémoire à peu près à la même époque, rubis, diamant. Donc du coup voilà le palmier avec les branches, le tronc, tout ça est entièrement fait de diamant, il est très lumineux. Après on n'aime pas le motif, mais bon on peut pas renier la qualité et la beauté des pierres. Et les fruits du palmier sont en rubis. D'ailleurs, en 1957, il y a le fameux collier d'Elizabeth Taylor, le diamant rubis, s'appelle le collier Elizabeth Taylor. Il a été fait pour elle. Pour te dire à quel point le motif de la panthère est encore très présent dans la maison Cartier, le style animalier vraiment vient de Jeanne Toussaint. Oui, j'ai mis la lumière entre-temps, c'est mieux, hein. Qu'est-ce qui se passe quand Jeanne Toussaint arrête de travailler? Parce qu'il faut savoir vraiment jusqu'à la fin, elle allait travailler à la création chez Cartier, hein. On va faire la petite chronologie parce qu'il y a 3 boutiques. Et là, pour le coup, du moment où ils ont pris la tête, les petits-enfants, enfin les arrière-petits-enfants de grand-papa, ça c'est plus du tout passé comme avec les petits-fils Cartier, hein. Il faut savoir que dans les années après-guerre, il y a une taxe qui a été mise sur les produits de luxe. Donc vraiment, les choses déjà onéreuses de base étaient extrêmement chères. Donc, dans les années, fin des années 60, Cartier, avec Jean-Jacques, a quand même eu un dernier élan d'intelligence, on va dire. C'est de se tourner vers encore un autre public. Il avait le mérite de ressembler à ses oncles et pères. Il est parti vers d'autres destinations. Il est parti du côté des rockstars. Il y avait 4 garçons qui avaient les cheveux dans le vent. Et oui, même les Beatles ont fini chez Cartier. Il faut savoir qu'en 1967, Cartier Londres invente une montre où le concept est assez bizarre. En gros, c'est comme si le cadran était passé sous les roues d'une voiture. C'est la montre Crash. Et du coup, il y a toute la pop culture qui s'empare de ce modèle. Et ça, Pierre, il n'a pas pu le voir. Parce qu'en 1962, eh bien, il y a Claude de Cartier qui a décidé de vendre aux investisseurs la boutique de New York. Donc déjà, il y a une première brèche dans l'édifice Cartier. Et alors que Pierre était parti à Genève pour les derniers moments de sa vie, il est mort quelques mois après la vente de la boutique et beaucoup de personnes de son entourage ont toujours pensé que c'était lié à ça. Vraiment le chagrin de voir l'œuvre d'une vie partir comme ça. Dans la continuité, Marion vend la rue de la Paix. La maison qui aura compris l'esprit Cartier d'une façon assez intelligente, c'est Cartier New York. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé tout de suite de s'adresser à une nouvelle clientèle. Certains pourraient le voir comme un peu d'autres créateurs l'ont fait, un prête-nom et des produits de bas de gamme dessous. Ils ont juste compris qu'il y avait des nouveaux acteurs, on est 20 ans après la guerre, et du coup il y a toute une population de personnes qui font partie de la classe moyenne. Il y en a certains à l'époque qui tirent leur épingle du jeu et qui ont, comme toute personne qui monte dans l'échelle sociale,
envie de montrer sa réussite. C'est là où on va voir apparaître beaucoup de pièces qui existent toujours dans les collections Cartier. On va parler du bracelet Love. C'est tout simplement deux joncs qui ont des motifs de vis tout de chaque côté. Et en fait, enfin deux joncs, pardon, deux moitiés de joncs. Et donc du coup, ils s'attachent ensemble avec une autre personne, il faut être deux, et avoir un tournevis qui est vendu avec le bracelet pour fermer le bracelet avec c'est des fausses vis pour certaines, mais il y en a deux qui sont des vraies, on ferme, et on ne peut pas enlever le bracelet tout seul, il faut être aidé. Ensuite, il y a la collection, le bracelet Nail, qui est le bracelet clou. Je crois qu'aujourd'hui, il s'appelle comme un clou, un truc comme ça. Il a été repris. Il y a beaucoup de modèles de chez Cartier qui ont eu un petit moment perdu, enfin, sont sortis de la circulation et sont revenus après. Enfin bref, c'est un clou, clairement, juste un clou, voilà. Qui transfigure en bijou la volonté pour Cartier de réduire l'objet à sa plus pure expression. Il a été créé en 1971 et le bracelet Love a été créé, je crois, en 70. Ensuite, en modèle d'horlogerie, il y a le côté la montre-temps qui a un peu été revue avec une maille un peu plus souple, mais l'idée est toujours là. Et je crois que c'est déjà pas mal. On arrive doucement mais sûrement à 1960. En 1973, donc, chaque boutique est indépendante. On a New York, Londres et Paris, plus personne ne travaille ensemble et il y a deux hommes qui veulent absolument réunir l'Empire Cartier et pas forcément lui redonner ses lettres de noblesse parce que le Cartier les avait pas forcément perdues, mais avoir une espèce de cohérence entre les trois boutiques, les trois Robert Hock et Alain-Dominique Perrin. Et donc du coup, donc début 70, ils rachètent les trois groupes pour n'en faire plus qu'un seul. Et dans 1973, c'est là où ils lancent les Must. C'est vraiment toujours dans cet état d'esprit. On s'adresse à la classe moyenne, à des gens qui ont réussi et qui veulent se faire plaisir. Il y a toujours de la haute joaillerie. C'est comme dans toutes les maisons, parce que du coup, j'ai envie de vous faire plusieurs maisons de haute joaillerie. Il y a 3 niveaux en général dans les maisons de joaillerie. Vous avez la haute joaillerie, c'est celle qui a un peu fait l'histoire d'une maison, comme Van Cleef Arpels, comme Boucheron. Il n'y a plus personne qui me vient, mais il y en a d'autres. Je vais y arriver. Enfin voilà, même Dior, qui est une maison plus récente par rapport, elle fait pas partie, enfin, Dior déjà est une maison de couture qui est née, il me semble, après, enfin, aux époques de la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, voilà, la joaillerie Dior n'a qu'une vingtaine d'années. Mais ça marche, ce que je veux dire marche aussi pour elle. Donc on a la haute joaillerie, on a la moyenne joaillerie et on a la petite joaillerie. Et là, on est clairement avec les pièces que j'ai parlé avant. On n'est plus dans la haute joaillerie, on est dans la petite jo avec le bracelet Love. C'est comme la rose des vents de Dior. C'est comme le collier, enfin la collection Alhambra de VCA de Van Cleef Arpels. Enfin voilà. Et donc, du coup, on est dans un état d'esprit, oui, ça reste onéreux, mais c'est quand même pensé pour vous et moi. Il y a ainsi un autre modèle qui date pourtant, je crois, des années 30 ou 40 ou peut-être même avant. Oui, j'ai des notes, j'ai 15 pages de notes parce que du coup, je vous avoue que j'ai pas tout retenu. Mais il y a un modèle que vous connaissez aujourd'hui. Moi, je le connais très bien, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je veux juste retrouver la date de la première... de la première édition de ce que je veux dire. Ça m'énerve, je trouve pas. Bon, c'est la bague Trinité. Numéro 12. 1924. Wow! Donc, depuis 1924, le modèle Trinité existe, mais il était un petit peu tombé dans l'oubli et il est ressorti donc dans les Must. La bague Trinité, qu'est-ce que c'est? C'est une bague avec 3 anneaux imbriqués, avec les 3 ors, leur rose, leur gris, enfin leur blanc et leur jaune. Et moi, je la connais très bien parce que c'est l'alliance de mon papa et de ma maman. C'est une bague Trinité. Je sais pas s'ils le savent en fait. Du coup, si maman, tu me regardes, voilà. Tu sauras que c'est un modèle de Cartier à la blague. Il est temps que cette vidéo s'arrête. En 77, c'est la collection Les Must s'agrandit à l'horlogerie. D'ailleurs, l'un des premiers cadrans que Cartier va faire avec des cadrans colorés de vermeil. L'année d'après, il me semble, 78, il y a la création de la montre Santos.
en hommage à l'amitié de Louis Cartier de Dumont. Et c'est la première fois qu'on va mélanger l'or et l'acier chez Cartier. Ensuite, on continue dans les années de création, toujours en horlogerie. En 1983, il y a le modèle de la montre Panthère aussi, qui reste un modèle assez connu de chez Cartier. Et ensuite, déjà, Cartier, pour recontextualiser, a toujours, du moment qu'il y a eu la rue de la Paix, a toujours tout gardé dans ses archives, que ce soit des croquis, que ce soit des registres, enfin que ce soit des recherches, des bouts d'idées, des dessins, ils ont un patrimoine Cartier absolument extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas ma maison de bijouterie, enfin de joaillerie préférée, mais j'admire ce travail parce que vraiment, on va voir encore après, il y a d'autres éléments que je dois rajouter sur l'époque actuelle par rapport à Cartier. Ça fait partie de ces gens qui ont tout compris, enfin ils ont tout à gagner, à partager et à faire évoluer le monde de la joaillerie et à entretenir des liens aussi bien avec les clients qu'avec les artisans, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est pas eux qui ont tout fait de leur main. La production Cartier est une production énorme. On parle de 3 boutiques, on parle de plus d'ateliers avec plusieurs personnes, on parle de corps de métiers différents. Il faut savoir que chez un bijoutier, ça va aller du fondeur jusqu'à celui qui fait la cire, l'aimerie, il va avoir le sertisseur. Alors aujourd'hui, ce sont des métiers séparés. À l'époque, on avait peut-être plus de capacité, de facilité à faire toutes les opérations ensemble. Mais donc, du coup, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans l'idée qu'on a dans ces ateliers les personnes les mieux calées dans chacun de leur domaine? Donc du coup, il y a la collection Cartier qui a vocation de témoigner de l'évolution du style de Cartier au travers de créations emblématiques. Et c'est ainsi qu'ils s'engagent à préserver encore plus leur patrimoine et à le partager surtout. C'est que déjà, on a une première fondation qui se crée en 1984, c'est la Fondation Cartier par rapport à l'art contemporain. Ça va leur donner des idées pour la suite. En 1997, il y a un énorme diamant qui a été trouvé et qui a été acheté par la maison Cartier et qui d'ailleurs, du coup, s'appelle Louis Cartier, en hommage à quand même le cerveau Cartier de bas. D'ailleurs, en cette année-là, il y a la première rétrospective de la maison Cartier, enfin de Louis Cartier en particulier, au Metropolitan Museum of Art de New York. Expliquer un peu qui est Cartier encore aujourd'hui. Il faut savoir que Cartier, ils ont aussi un parfum. Je ne me rappelle plus en quelle année c'était sorti. 2014, voilà, mes yeux sont tombés dessus. C'est la panthère du parfum. On ne change pas une équipe qui gagne. En 2018, il y a la création du sac Guirlande. Et en 2019, il y a la collection Clash. On en parlera plus tard. Parce que je fais cette vidéo parce que j'ai un autre projet, vous avez peut-être déjà vu passer sur la chaîne. Je suis en train de m'amuser à répertorier un petit peu ce qu'on voit en bijoux acier où les gens ne se rendent pas compte que c'est de la joaillerie en quelque sorte qu'ils portent sans le savoir, ce sont des inspirations joaillières. Et donc la collection Clash, et il y a d'autres pièces de chez Cartier que je voudrais mettre en avant pour vous faire comprendre que vous le portez peut-être en acier et que vous ne savez pas d'où ça vient. Mais voilà. Donc du coup, la Fondation Cartier, il faut savoir, j'ai vécu en Suisse, donc il y a un endroit qui me parle en tant que avec la bijouterie en Suisse, c'est la région de la Chaux-de-Fonds. Il y a beaucoup de bijouterie, d'horlogerie par là-bas. C'est pas le seul endroit. Commencez pas à vous énerver les Suisses. Mais du coup, Cartier est là-bas maintenant. Ils ont une fondation et il y a toute une partie musée et une partie atelier et formation à la Chaux-de-Fonds. Et donc, du coup, il y a tous les métiers. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve, si je retrouve le lien de. J'ai vu une vidéo là-dessus. Sur le coup, je n'avais pas tilté en préparant mon sujet. Et là, vous en parlant, je viens de me rappeler qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus. Je ne me rappelle plus de son nom. Et c'est passionnant parce qu'il vous montre tout ce qu'on trouve dans la Fondation Cartier de la Chaux-de-Fonds. Et on a tous les corps de métier, mais ça va aussi bien de l'émail, en passant par les parties mécaniques de l'horlogerie, en passant par la bijouterie, tout ça. Et donc du coup, Cartier fait partie de ces grands groupes maintenant. Je crois que c'est le groupe Richemont maintenant, si je dis pas de conneries, à qui appartient Cartier. Parce que c'est vrai qu'on se me suis... J'aime pas aller sur toutes ces parties-là, c'est pas les parties qui me passionnent le plus, mais il faut quand même en parler. Donc du coup, c'est un petit peu... le même état d'esprit que Chanel ou que LVMH, tout ça, c'est on essaye d'entretenir le patrimoine. D'ailleurs, il faut savoir que Cartier, il me semble que c'est la seule maison française à avoir un atelier de
elliptique, je sais plus comment on dit. C'est l'art de tailler, de travailler la pierre d'une certaine façon. euh, à domicile en quelque sorte. Normalement, on sous-traite ce genre de choses. Donc, vous voyez, ça fait partie de l'effervescence. On ne le sait pas. On pense toujours au monde du luxe par rapport à l'argent, tout ça, mais on oublie le côté patrimoine et que on fait partie avec la Suisse et la France sont deux pays où quand même il y a un sacré savoir-faire parce que c'est pas anodin non plus d'aller en Suisse hein, pour parler d'artisanat français quand on connaît un petit peu l'histoire du pays. Voilà, les horlogers suisses n'ont pas de preuves à donner. Même si j'avoue, je crois que chez Cartier, c'est que c'est que des mouvements quartz. Je crois pas qu'il y ait d'automatique. Bon, après, je me trompe parce que j'avoue que l'horlogerie, c'est pas le domaine qui me passionne le plus. Du coup, voilà. L'esprit Cartier, si on doit retenir quelque chose, c'est tradition et savoir-faire et modernité. Une capacité à toujours réussir à se placer en avance au bon endroit. Ils ont été les rois des joailliers et les joailliers des rois, mais ils ont aussi été les fournisseurs de monsieur et madame tout le monde, avec des gammes en argent, avec des inventions, enfin de l'horlogerie aussi, tout ça. Enfin, c'est une story fascinante. Euh, J'avoue que je connais plus trop la haute joaillerie actuelle, mais c'est parce que ça c'est un défaut de ma part, c'est pas parce qu'ils font plus rien, mais c'est vrai que maintenant on retient plus Cartier pour les musts et pour ces pièces comme je vous ai parlé, le bracelet Love, Justin Clou, tout ça. Mais du coup voilà. J'espère que cette longue histoire a été quand même assez compréhensible. Ça m'a fait très plaisir de faire ça. J'ai peur pour le montage. Mais voilà, je suis contente d'être allée jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu, qu'il y a encore quelqu'un pour entendre mon bonne soirée, bonne nuit, bonne journée et à très bientôt. Et si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime s'il te plaît. Ça serait super cool parce que là je crois qu'on part sur 1 heure de vidéo. Ça serait gentil de vous recevoir au moins un j'aime. Ciao! Il y en a une assez célèbre, je pars un peu en avant dans le temps, qui va être offerte en 1943, je crois, à Roosevelt et qui ne pourra sonner seulement qu'en 45, c'est l'heure de la victoire.